J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, durant cette journée du 9 novembre 2024, on a commencé par une longue émission. Je sais que beaucoup d'entre vous nous reprochent des longs formats. Mais les sujets complexes, les dossiers très sensibles, quand il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails, quand il faut qu'on explique, nous sommes dans une démarche qu'on explique les dessous de l'information, les dessous de l'actualité. Nous sommes dans une démarche de pédagogie, de décryptage, d'analyse. On n'est pas dans une démarche de recherche de clics, de recherche d'abonnés. Nous estimons que le journalisme a une mission de salubrité publique. Il est là pour un service public, pour éclairer l'opinion publique, pour lui apporter des clés de compréhension d'événements complexes. Certains événements ne sont pas complexes, sont tellement sensibles qu'ils engagent la sécurité nationale, la paix dans la région, l'avenir des Algériennes et des Algériens. C'est des questions existentielles. Pour moi, les relations algéro-marocaines, ce sont des questions existentielles. Le risque d'un conflit armé entre l'Algérie et le Maroc, c'est une question, une menace existentielle. Le Maghreb, les relations intermaghrébines, l'avenir du Maghreb, la paix dans la région, la paix entre l'Algérie et le Maroc, les risques d'une escalade militaire entre les deux pays, c'est des questions existentielles. On ne peut pas faire une vidéo, une émission de 10 minutes pour vous expliquer la complexité et les enjeux et les dangers. Il fallait, qu'on explique pourquoi les dirigeants algériens haïssent le Maroc en ce moment, pourquoi le Maroc se méfie énormément de l'Algérie et craint une confrontation militaire avec l'Algérie, pourquoi les dirigeants algériens montrent leurs muscles, pourquoi il y a eu des parades militaires, pourquoi il y a eu des exercices militaires, c'est quoi les risques, c'est quoi les enjeux, l'équation israélienne, l'équation américaine, les relations avec la Chine et la Russie. Ça prend du temps pour l'expliquer. Franchement, je pense que la première émission, nous avons été assez complets pour expliquer que les craintes du régime algérien sont légitimes. On ne peut pas les nier, on ne peut pas les balayer d'un revers de la main. On ne peut pas contester leur légitimité, on ne peut pas les occulter. Mais le régime algérien ne dit pas tout. Qu'il y a eu depuis fin 2023 une médiation américaine, qu'il y a eu des engagements américains, qu'il y a eu des accords, qu'il y a eu des garanties américaines qui ont été données. Et que concrètement, quand on analyse réellement, rationnellement, tout en restant bien sûr sur ses gardes et méfiant, que Israël et le Maroc n'ont pas intérêt à bousculer l'Algérie, n'ont pas intérêt à s'attaquer à l'Algérie, parce que ça va les exposer eux-mêmes et leurs intérêts dans toute la région à un cycle interminable de crises et de menaces qui profiteront à leurs adversaires, à d'autres puissances comme l'Iran, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie. Ça demande des explications. Et je vous invite à revoir l'émission de tout à l'heure. Maintenant, soyons concrets. Que faut-il faire pour préserver la paix entre l'Algérie et le Maroc? Parce qu'on parle des problèmes, on parle beaucoup des problèmes, on ne parle jamais des solutions. Que faut-il faire? On a fait des décryptages, on a fait des diagnostics, maintenant, passons aux propositions, parce que l'heure, elle est urgente. L'urgence, c'est que, voilà, hier quand même, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, le 8 novembre, devant les députés, devant le Parlement marocain, il a clairement dit qu'il y a une volonté apparente de l'Algérie de passer du conflit à la confrontation directe, qu'il y a des signes d'escalade provenant de l'Algérie. Donc il accuse directement l'Algérie de vouloir faire la guerre au Maroc. Donc il y a le climat de tension entre les deux pays, il est devenu extrêmement dangereux. Que faut-il faire? Il faut absolument qu'on sache aujourd'hui, il faut passer à des actions. Quelles sont les démarches, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter, qu'on pourrait expérimenter pour préserver la paix? Moi, j'en ai identifié trois. Trois solutions que je propose aujourd'hui, que j'invite mes amis algériens, mes compatriotes algériens et mes amis marocains, etc., à s'emparer de ce sujet. On ne peut plus laisser le problème algéro-marocain entre les mains des dirigeants politiques et militaires. Les dirigeants algériens et marocains ne peuvent pas se parler aujourd'hui. Clairement, l'Haqna est une situation de non-retour. Les dirigeants des deux États ne peuvent pas se parler. Les dirigeants algériens se sentent en danger et ils sentent qu'ils sont menacés à cause de l'alliance militaire de plus en plus renforcée et des approvisionnements militaires de plus en plus importants israéliens au profit du Maroc. Le Maroc se sent menacé, les dirigeants marocains se sentent menacés par le discours martial et l'acharnement des dirigeants algériens à soutenir à tout prix l'indépendance du Sahara occidental et à diviser le territoire marocain
et à créer un État indépendant au sud du Maroc et à les exercices militaires, les parades militaires. On connaît comme tout à l'heure que je l'ai dit, le grand défilé militaire du 1er novembre à Alger allait faire paniquer le Maroc et allait bousculer le Maroc et allait susciter des malaises au Maroc. Les deux dirigeants ne peuvent pas se parler. Que faut-il faire? La solution d'abord doit venir d'une troisième voie, la société civile. Il faut que les sociétés civiles des deux pays, à savoir les intellectuels algériens et marocains, les artistes algériens et marocains, les scientifiques algériens et marocains, les diasporas algériennes et marocaines, il faut qu'on crée une fondation en toute urgence. Appelons-la la Fondation Algérie-Maroc, la Fondation d'amitié algéro-marocaine, l'alliance amicale des Algériens et des Marocains. Créons tout ce qu'on veut, on pourra après trouver le nom nécessaire. Peu importe les appellations, il faut créer une fondation algéro-marocaine qui doit occuper le terrain. Il faut faire des rencontres, il faut que les Algériens et les Marocains se rencontrent, il faut que les sages des deux pays, parce que pour le moment, depuis le début de la crise algéro-marocaine, la nouvelle crise de 2021 avec la rupture des relations diplomatiques et la série de mesures adoptées par le régime algérien et la série de réponses adoptées aussi par le Maroc, il n'y a que les dirigeants, il n'y a que les provocateurs et il n'y a que les dirigeants qui parlent, qui s'expriment. Il faut maintenant que les sages, les modérés, les notables sages des deux pays s'expriment. Et quand je dis notables, je dis de personnes qui ont une certaine notoriété, qui ont certaines autorités, pas forcément en occupant une fonction politique, une autorité dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine social. Il faut que les échanges entre les deux sociétés civiles et les populations des deux pays reprennent. Il faut qu'on recrée une fraternité algéro-marocaine qui doit être le seul contre-pouvoir à l'animosité, à l'hostilité et à la folie et aux belliqueuses des dirigeants algériens et marocains. C'est la seule solution. Créer une fondation algéro-marocaine. Cette fondation, elle doit faire des forums de façon régulière, va tenir des rencontres, va réunir l'intelligentsia algérienne et l'intelligentsia marocaine. Il faut qu'on arrive à se rencontrer, à se parler, à dialoguer, à identifier des ponts, des échanges, des actions communes, culturelles, sportives, scientifiques. Il faut que les sociétés civiles des deux pays occupent le terrain aujourd'hui plus que jamais avant que ça soit trop tard. Je dis trop tard, on l'a expliqué que le risque d'une guerre est peut-être encore faible aujourd'hui, mais risque d'être élevé parce qu'il y a des données externes. On l'a expliqué dans la première émission, depuis 1976, les équilibres de force ont fait en sorte que l'Algérie et le Maroc ne pourront jamais envisager une guerre, mais aujourd'hui cet équilibre de force a été rompu par une normalisation et par une coopération militaire accrue entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc et Israël, et une obsession marocaine, anti-marocaine accrue de la part des dirigeants algériens parce que ils ont besoin, ils ont envie de détourner l'attention et de contrôler la situation politique interne avec, en utilisant le complot, en utilisant l'ennemi extérieur, la menace d'un ennemi extérieur pour fédérer tout le peuple algérien, pour empêcher que tout le peuple algérien ne conteste la légitimité du pouvoir en place. Qu'il y ait des ingrédients explosifs, ces ingrédients explosifs, il faut les gérer. Il faut que les deux sociétés civiles s'unissent. C'est nous les Algériens et les Algériens, et c'est les Marocains et les Marocains. On ne s'unit pas, les destins dans nos deux pays peuvent nous échapper. La panique, l'angoisse, la perfidie, les manipulations des dirigeants des deux systèmes peuvent nous entraîner dans des scénarios catastrophiques qui vont générer plus tard des situations ingérables. Et il faut que cette fondation existe. Les diasporas algériennes et marocaines ont un rôle à jouer extrêmement important. Cette fondation pourrait exister en France, elle pourrait se faire au Canada, faire des rencontres, des fêtes communes, des rencontres communes, sportives communes. Il faut que la fraternité algéro-marocaine soit affichée au grand jour. Il faut que les intellectuels, malgré nos divergences, on n'est pas d'accord. J'ai beaucoup d'amis marocains avec lesquels j'ai beaucoup de désaccords, mais je les rencontre, je leur parle, je dialogue avec eux. Je les questionne, je les amène à s'interroger. Et eux aussi, ils m'amènent à m'interroger. Il faut que de ce dialogue peut jaillir une solution qui est la troisième voie. Troisième voie, c'est-à-dire ni pro-Algérie, ni pro-régime algérien, ni pro-régime marocain, mais pro-Maghreb tout court, pro-amitié, à paix entre les deux pays. C'est les sociétés civiles qui doivent créer cette fondation, ou même plusieurs fondations.
Il faut créer un tissu associatif algéro-marocain pour renforcer le dialogue entre les populations, surtout entre les intelligentsias. Les intelligentsias ont un rôle. Les scientifiques, les sportifs peuvent parler ensuite aux dirigeants de leur pays, peuvent parler aux diplomates de leur pays. Un footballeur algérien, un footballeur marocain, il a de l'influence sur les dirigeants de son pays. Un artiste algérien comme un artiste marocain, il a de l'influence sur les dirigeants de son pays. Un écrivain algérien comme un écrivain marocain, il a de l'influence sur les dirigeants de son pays. Et c'est comme ça que cette influence positive pourrait amener les dirigeants des deux pays à revoir leur discours, à tempérer leurs ardeurs et à accepter l'option du dialogue et du compromis. Parce que les deux pays aujourd'hui, pour qu'il y ait une paix durable dans la région, il faut un compromis. Et le risque, il est élevé. Parce qu'aujourd'hui, le Maghreb n'appartient plus aux Maghrébins. Chef en Libye, c'est la Russie qui décide, c'est les Émirats. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Égypte. Chef, au Sahel, comment l'intervention russe a complètement bousculé, elle a chassé la France. Aujourd'hui, le Sahel est un terrain de lutte entre la France, les États-Unis et la Russie. Chef, l'ingérence turque, chef, l'ingérence émirati. Et là, nous avons l'ingérence israélienne. Aujourd'hui, il faut que les ingérences étrangères cessent et soient stoppées et que les Maghrébins, notamment les Algériens et les Marocains, nous sommes les deux pays les plus importants du Maghreb, qu'on le veuille ou non, avec tout le respect qu'on doit avoir pour les Mauritaniens, pour les Tunisiens, pour les Libyens, mais les deux, le cœur battant du Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc. Tant qu'il n'y a pas une réconciliation algéro-marocaine, il n'y aura jamais de Maghreb. Et le Maghreb aujourd'hui est devenu colonisable. Les puissances étrangères placent leurs pions, imposent leurs dictats au détriment de la sécurité et des besoins et des intérêts des Maghrébins. C'est à nous les Maghrébins de reprendre notre destin en main. Il faut qu'on prenne l'initiative, créer un tissu associatif, des fondations, attirer l'intelligentsia algérienne et marocaine vers nous pour qu'elle puisse influer, pour que les deux intelligentsias influencent les dirigeants de leur pays. Et ces intelligentsias algéro-marocaines peut être ensuite un trait d'union, une passerelle. Une passerelle pour un dialogue. Deuxième chose, deuxième solution, qui est pour moi très importante, mais vraiment très importante. Faire des rassemblements devant les institutions internationales. Faire des rassemblements algéro-marocains dans la réalité. Ne pas se contenter que des événements élitistes. Il faut qu'il y ait des rassemblements. Il faut que les fêtes nationales algériennes et marocaines soient commémorées ensemble. Il faut qu'on fasse des rassemblements pour la paix. Pourquoi ne pas un rassemblement pour la paix en Algérie et le Maroc sur la place de la République, à Paris? Pourquoi pas un rassemblement pour la paix en Algérie et le Maroc sur la place de la Concorde? Pourquoi pas un rassemblement pour la paix en Algérie et le Maroc, en Montréal, à Bruxelles, à Amsterdam, là où il y a les fortes diasporas algériennes et marocaines? Il faut qu'il y ait des rassemblements. Il faut qu'il y ait une occupation du terrain. Des rassemblements importants où on voit le drapeau algérien et le drapeau marocain ensemble. On voit des appels à la paix, on voit des appels au dialogue, on voit des appels à la réconciliation. Et on a marre de ces divisions, et on a marre de ce Maghreb désuni, de ce Maghreb détruit par les divisions, par les tensions, etc. De ce Maghreb qui risque de s'effondrer, qui risque encore une fois d'être l'échiquier de règlement de compte entre les puissances mondiales et régionales. Ils jouent les Israéliens, ils jouent les Égyptiens, les Émiratis, les Turcs, les Chinois, les Russes, les Américains pour régler leur compte sur notre dos. Il y en a marre de cette situation. Il faut qu'il y ait des regroupements, des rassemblements sur le terrain, des manifestations communes algéro-marocaines. Ça, c'est important. Troisième chose, il faut faire pression sur trois instances. À mon avis, c'est les trois instances qui peuvent avoir et proposer une médiation efficace entre l'Algérie et le Maroc pour trouver un accord. Il faut qu'il y ait un accord. Il faut que les dirigeants algériens comprennent. On ne peut pas tout régler par les armes. On ne pourra jamais régler le problème avec le Maroc avec les armes. Une guerre avec le Maroc est fratricide, elle est perdante pour les deux pays. L'Algérie va affronter le Maroc, il est capable de se défendre. Le Maroc va affronter l'Algérie, il est capable de se défendre. Et les deux pays seront soutenus par des puissances belligérantes et amis et alliés qui vont faire que le conflit se pourrisse. Notamment, et c'est pas les puissances, on va les identifier, les puissances qui ont intérêt à ce qu'il y ait une guerre, c'est surtout la Turquie, la Russie, parce qu'ils vont profiter pour vendre des armes, etc. Moins, dans une moindre mesure, Israël vraiment soutiendra le Maroc dans une option de guerre, mais vraiment dans un cas de nécessité absolue pour son allié marocain. Mais c'est sur d'autres puissances, les Émiratis, les pays du Golfe, qui eux vont profiter de l'affaiblissement du Maghreb pour ensuite s'emparer de ses richesses, pour le vassaliser. Il y a trois instances qui gagneraient à ce qu'il y ait la paix entre l'Algérie et le Maroc et qui seraient
qui ont des intérêts importants dans la région et qui voudraient, dont la médiation serait efficace, nécessaire et même écoutée par les dirigeants des deux pays. Parce que ce sont des instances qui seraient touchées directement par une guerre entre l'Algérie et le Maroc. D'abord, l'Union africaine. Il faut tout faire pour convaincre l'Union africaine d'imposer une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Il faut que les instances de l'Union africaine, il faut que les pays les plus importants membres de l'Union africaine, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, il faut que ces pays-là, l'Égypte, bon, même si l'Égypte, l'Éthiopie, il faut que ces pays-là regroupent, imposent à l'Algérie et au Maroc une plateforme de dialogue. L'Union africaine est le seul espace le plus approprié pour que les dirigeants algériens et marocains trouvent un compromis. Un compromis, c'est-à-dire qu'il faut que les deux pays signent un accord de non-agression. Les deux États s'engagent à ne pas s'agresser mutuellement, à ne jamais se faire la guerre. C'est juste cet accord qui est un préalable. Ensuite, pour les questions, les divergences, on va les régler dans un autre cadre. Mais il faut en urgence que l'Algérie s'engage à ne plus organiser des défilés militaires, à menacer le Maroc à tort et à travers, et que le Maroc cesse toute coopération militaire ou toute action militaire et sécuritaire hostile contre l'Algérie pour la menacer. Il faut qu'il y ait des observateurs, une mission d'observation de l'Union africaine entre les deux pays. Celui qui va violer les dispositions de l'accord de non-agression, du pacte de non-agression, c'est celui qui sera sanctionné par l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'instance idéale. Parce que un conflit entre l'Algérie et le Maroc qui va bousiller toute l'Afrique du Nord, c'est l'Union africaine qui en paiera les conséquences. Deuxième instance, l'Union européenne. L'Union européenne, qu'on le veuille ou non, le Maroc et l'Algérie, c'est quelques kilomètres des côtes de l'Union du sud de l'Europe. L'Europe n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a pas du tout intérêt. Et l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est le premier partenaire commercial du Maroc, c'est des relations fortes entre les deux pays, c'est l'Europe accueille les deux diasporas les plus importantes du Maroc et de l'Algérie. Donc l'Union européenne a tout intérêt aussi à ce qu'il y ait une paix durable et préservée entre les deux pays, les plus importants du Maghreb. Donc l'Union européenne peut s'impliquer, peut être un terrain où fournir une plateforme de négociation pour un pacte de non-agression. Il faut qu'il y ait un pacte de non-agression. C'est important. Ça faut que les deux États se donnent des engagements pour ne pas menacer l'autre État et pour ne pas agresser l'autre État. Troisième instance, c'est les États-Unis et la Maison-Blanche. Ils sont incontournables, les Américains. Les Américains, c'est eux qui connaissent les Israéliens, c'est eux qui connaissent les Émiratis, c'est eux qui connaissent les Turcs. Et les Américains, encore une fois, avec l'administration de Donald Trump, peut être un acteur majeur. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont entamé la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. C'est eux qui ont négocié pour l'accord entre Israël et le Maroc. Donc c'est un peu à cause d'eux que la situation ça a été empirée, du point de vue algérien en tout cas. Donc les Américains qui ont commencé une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc depuis septembre et décembre 2023 peuvent aller encore plus loin en parlant concrètement, en obligeant, ils peuvent obliger, c'est-à-dire ils peuvent dire voilà, on ne va pas développer les relations bilatérales entre les deux pays tant que les deux pays ne vont pas accepter le principe d'un pacte de non-agression. Les États-Unis peuvent jouer un rôle parce que, encore une fois, comme je disais dans la première émission, les États-Unis d'Amérique, notamment en version Donald Trump, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre en Afrique du Nord entre le Maroc et l'Algérie. Ça va bousiller, là, ça va exposer la sécurité de leurs alliés de l'OTAN au niveau de l'Europe à un grand danger d'insécurité. Ils doivent régler d'abord le conflit en Ukraine, doivent s'occuper de leur rivalité avec la Chine, ils doivent essayer de refinancer leur économie, de retrouver leur prospérité pour ne pas perdre leur statut de première puissance mondiale. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'une guerre importante au Maghreb bousille la sécurité de tout le bassin méditerranéen. Parce qu'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, il y aura une circulation juive dans la guerre en Libye, elle a engendré comme catastrophe au niveau du Sahel, au niveau du Soudan, c'est les conséquences de la guerre en Libye. Ce qui s'est passé au Sahel, au Soudan et ailleurs. C'est la conséquence de la guerre en Libye. Alors une guerre entre l'Algérie et le Maroc sont deux pays plus importants, plus armés que la Libye. Alors vous imaginez les conséquences sur tout le bassin méditerranéen. Ce sont les trois puissances, les trois instances internationales qui pourront faire une mission de médiation et imposer à l'Algérie et au Maroc un pacte de non-agression. Et il faut que les intelligences algériennes et marocaines les sensibilisent. Il faut qu'on écrive à l'Union africaine. Il faut faire des pétitions pour l'Union africaine, pour l'Union européenne et pour la Maison-Blanche. Il faut faire des demandes d'interview, des demandes d'entretien. Il faut que les personnalités culturelles et sportives et artistiques algériennes et marocaines s'imposent, proposent ces solutions.
Si on œuvre, ces trois solutions, ces trois démarches pourront permettre à la paix de préserver, de renouer le dialogue entre les deux pays et d'amorcer un processus de désescalade pour une éventuelle réconciliation, un éventuel rétablissement des relations diplomatiques. Le Maghreb, il en a besoin, il en a cruellement besoin de ces démarches. Je vous invite au débat et je vous invite surtout à la mobilisation avant que ce soit trop tard.